Nous y allons. Allez-y. Alors bonsoir à tout le monde et, et Rev Tov. Bon, je ne vous cache pas que ce soir c'est un petit peu particulier, tout simplement que avec les efforts de notre ami Gérard, donc il a tenu à ce que ce cours soit donné, bien que lui-même, à l'heure où il va être, vous êtes donné, eh bien, il va être en avion. Et moi-même, je serai à l'étranger. Donc, il y a une double raison d'avancer. Et comme tout est Bajvechat Pratit, donc nous sommes Motsai Shabbat, Pachat Vayetse, puis vous savez que c'est le jour de la naissance et de la Iloula du Admoram Tsaï, le fils du Admoram Zaken. Donc c'est un grand jour, on dit pas Tachanoun, aujourd'hui on n'a pas dit, c'était Shabbat, donc de toute façon on dit pas Hanoun, mais il y a un petit texte euh, que l'on dit à Mincha et qu'on dit pas quand il y a Tachanoun, donc bon, donc c'est un grand jour, Yom Segula, c'est un jour où les portes du ciel sont ouvertes et donc on continue et puis cette nuit et demain c'est le 10, c'est aussi un très très grand jour, donc le 9 et le 10, et donc on se renforce et on sait bien hein, que on peut amener le Icar de l'Atzmut d'Hachem, l'essentiel de l'essence divine par l'étude de la Torah. Donc voilà, on va en profiter ce soir avec l'aide d'Hachem. Et puisque je suis encore dans l'odeur du Shabbat Vayetse, je me permets de vous dire quelques mots sur cette paracha qui est vraiment très, 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 très riche. Donc, c'est difficile de dire on va choisir tel thème plutôt que tel thème. Mais bon, je vais en choisir un que l'on a évoqué au Fabringen, à l'Aïdvadou, donc cet après-midi, et qui peut nous renforcer dans beaucoup, beaucoup de nos attitudes et de nos comportements. Ça commence avec une question tout à fait banale, mais très forte. C'est l'attitude de notre patriarche, le plus grand des patriarches qui est Yaakov, et qui a épousé des sœurs. C'est vrai que la Torah interdit d'épouser des sœurs, c'est parti des Harayot. Me direz-vous, la Torah n'avait pas encore été donnée. Ok. Et donc, peut-être qu'il pouvait se permettre, dans la mesure où la Torah n'est pas serait donnée quelques centaines d'années après au Arsinaï. Ben non, non, parce que c'est marqué, la Gemara dit ça, marqué dans le Korot, que les Abot respectaient l'état de Bisvot. Alors, vous connaissez le mot, Imlavam Garti, Garti c'est la même gematria de Tarek Mitzvot Shamarti. Donc, vous voyez, c'est clair, il y a un remède très clair dans la Torah qui faisait toutes les mitzvot. Est-ce qu'il faisait exactement comme nous? C'est évident que non, pour la raison simple que la mitzvot de Tfilin, par exemple, il y a des parachiotes et sur lesquels on parle de la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte n'est pas encore écrite. Mais qu'à cela ne tienne, on sait que, bon, Hachem, la Torah a de divers niveaux d'explication, le Pardes à Torah, le Pshat, le Remez, le Drouche et le Sod, bien connu. Et donc chaque verset comme ça qui vous parle de Bassar Bechalav, la viande et le lait, on sait qu'il y a d'autres niveaux d'interprétation. Et donc le but, c'est que chaque mitzvah qu'on accomplit, Amen fait une amshacha, Amen, des lumières divines, et un impact, un effet dans les mondes spirituels et donc forcément aussi dans les mondes dans lesquels nous vivons, le monde matériel. Donc il le faisait d'une certaine manière. On explique avec les maklotes, l'autre avec qui ils faisaient, on mettait des bâtons comme ça, taillés devant les animaux, et grâce à ça, on avait des animaux qui étaient rayés, mouchetés, tachetés, etc. Bon, des choses très très profondes. Donc il faisait des mitzvot. Donc la question revient, comment pouvait-il se permettre d'épouser deux sœurs, dans la mesure où la Torah sera donnée bientôt et elle l'interdira. Donc eux agissaient de cette manière. Sachez que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Le Ramban dit par exemple que ces mitzvot qu'ils accomplissaient, c'était seulement en Eretz Israël, pas en Chutz La'aretz. D'autres réponses sont données. Le rabbi les analyse une après une, et puis il montre les difficultés qu'il peut y avoir dans certaines. Par exemple, celle que je viens de citer, dire qu'ils ne l'ont fait qu'en Eretz Israël. Et encore Avinu a dit lui-même qu'il était chez la vanne c'était en Chutz La'aretz, et Tariq Mitzvot, Shamarti. Donc on voit bien que ça ne marche pas d'après ce midrash-là, ce drouche-là. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup, beaucoup de
explications qui sont données. Et après toutes ces explications, le rabbi propose la chose suivante, il dit on peut expliquer ça de la manière suivante. On a un principe, déjà, que toute l'attitude des Havot qui respectaient la Torah, ce n'était pas Begeder, Metsuvé, Veosé. Ils ne le faisaient pas parce que Dieu l'avait demandé. Parce qu'ils avaient compris qu'il y avait quelque chose de très grand, quelque chose de personnel dedans. Ils l'avaient ressenti par Névoa, avec la perception des Havot, tellement loin de notre perception. Ils avaient compris qu'il y avait quelque chose de très très grand de faire ces mitzvot, de faire Sam Shachot. Mais ils le faisaient certes sans avoir le commandement divin. On va dire, Bederer Khumra, Idour Mitzvah. C'est un Idour qui faisait. Je mets à der de faire telle chose, sachant qu'un jour, Dieu le demandera, l'ordonnera directement. C'est un Idour. Très bien, mais c'est un Idour. Quand un tzaddik fait un Idour, c'est un Idour. Pour lui, ça devient une halakha, ça devient quelque chose de pachout, d'évident. Mais Tzatcheni, d'un autre côté, n'oublions pas, Yaakov Avinu s'était engagé envers Rachel de l'épouser. Vous connaissez toutes les turpitudes de Lavan, et puis il a échangé Rachel et il a présenté Léa, et l'immense Titkout, l'immense, vraiment, on ne peut pas imaginer la Messirut Nefesh, le don de soi, l'abnégation absolue de Rachel, de laisser sa sœur prendre sa place et de lui donner ces fameux simanim grâce auxquels la supercherie ne sera pas déjouée. C'est extraordinaire. Je pense que je vais vous faire sourire, j'en ai parlé à mes filles, on va dire. Hein. Je leur ai demandé qu'est-ce que vous en pensez. Elles m'ont dit c'est pas possible. Une femme, elle donne son mari à sa sœur, c'est pas possible. Pour vous dire. Bon, on va dire, pas possible. Rachel, c'est Rachel Imenu, mais son Nefesh, etc. En plus donner les simanim. Donc vraiment, un acte hautement valeureux, qui lui a valu d'ailleurs beaucoup de récompenses. On dit que Midrash rapporte, c'est grâce à sa petite coûte qui a dépassé la petite coûte même du sacrifice d'Abraham, grâce auquel, donc, Akadosh il a accepté de reconstruire le Beth Amikdash. Bon. Eh bien, il y avait une promesse formelle, un engagement formel de Yaakov Avinu envers Rachel. Et dans le monde, à cette époque, c'était admis que le concept de loyauté faisait partie des, je ne vais pas dire des commandements, des principes fondamentaux. On doit être loyal. La société ne marche pas si les gens ne sont pas loyaux. Je m'engage à te donner quelque chose, je ne te donne pas, ça ne fonctionne pas. Pour que ça fonctionne, il faut être loyal. Et ces principes étaient pratiquement, on va dire, mis dehors à état, si j'ose dire. Ce sont des choses admises par tout le monde. Kalvachomer chez nous, on a les enfants de Yaakov, la famille de Yaakov. Un mot, c'est un mot. Donc, il s'est engagé envers Rachel, et donc, il fallait qu'il accomplisse sa promesse, épouser Rachel. Au-delà de toutes les choses positives qui sortiraient avec névoie, avec prophétie, il savait ce que devait produire Rachel. Au-delà de tout ça, restons très pragmatiques. Donc, Yaakov Avinu se trouve tout simplement dans un dilemme extraordinaire. D'un côté, je fais un hidour mitzvah de ne pas épouser deux sœurs. Je devrais faire un hidour mitzvah, comme je fais un hidour mitzvah, l'embellissement de la mitzvah de faire toutes les mitzvot. Mais cet embellissement, il se trouve en porte-à-faux avec un principe admis, pachout, évident, d'être loyal, d'être sincère avec toi-même, qu'un mot, c'est un mot. Et donc, Rabbi nous explique, c'est très beau, ça paraît tout simple comme réponse. On dit, il fallait y penser. Il dit, je suis engagé, je le fais. Ah oui, mais attention, la Torah dira dans quelques centaines d'années qu'on n'épouse pas de sœur, certes. Moi, je le fais, je le faisais, j'aurais voulu le faire. Mais c'était une chumra, c'était un hidour mitzvah, c'était plus qu'une mitzvah, mais c'est pas une mitzvah, un commandement. Par contre, être loyal, c'est pratiquement une mitzvah. C'était quelque chose d'admis dans les peuples, chez les nations et chez nous-mêmes, dans la famille d'Yaakov. Donc, c'était évident pour lui que le choix était clair, qu'il fallait qu'il épouse Rachel Imenu. C'est simple à dire.
Et pour nous, c'est un enseignement fabuleux, c'est qu'il arrive dans notre vie quelquefois que l'on soit confronté à des situations où d'un côté on voudrait faire mitzaïm, on voudrait faire du bien autour de soi, mais ça va nous coûter. Je peux vous raconter une anecdote. Une personne dit, il y a des personnes que je ne peux pas inviter à la maison à Pessah, parce qu'ils me font des catastrophes. Ils me font des catastrophes. Ils prennent des matzot, j'essaie de leur donner des paquets, c'est comme notre minag, notre coutume. Ils me mettent des matzot dans l'assiette, ils les font tremper parce que c'est trop dur pour eux. Ils me font des catastrophes, je me retrouve à me mettre toute ma vaisselle de côté. J'évite de les inviter. Voilà. Ben, l'histoire que je viens de vous rapporter nous dit comment vivre, comment se comporter dans de telles situations. Cette personne qui va te faire des catastrophes dans ta vaisselle, tu l'invites. Et si ta vaisselle devient non cachère, eh bien, elle deviendra non cachère. Le fait. Parce que toutes ces choses de ne pas mettre de la matzah dans de l'eau, etc., savoir que ce sont des chromotes que l'on fait, qui pour nous sont très très importantes. Elles ne sont pas plus importantes que l'accomplissement des mitzvot faites par les avot. Et pourtant, les avot, ils ont reculé dans cet accomplissement lorsqu'il fallait être loyal et aller selon les us et coutumes du pays. Eh bien, les us et coutumes du pays chez nous sont toutes des shlochim, eh bien, c'est d'avoir des invités. Et des invités, c'est pas toujours ce que l'on pense, ces invités. Alors, je ne peux pas l'inviter parce qu'il va me toucher mon vin, parce que ceci, parce que je ne fais pas des régions. Sachez qu'il y a des solutions à tout cela, hein, ne vous inquiétez pas. De nos jours en particulier, si la vaisselle, la personne était catastrophée, la maman, waouh, tout ce qu'elle a, Messirut Nefesh qu'elle avait fait dans son ménage de Pessah, toute sa vaisselle était devenue trèfle pour elle. Elle n'était pas très du tout, elle n'était pas Hamed, mais bon, la Chouma, on va dire. Qu'à cela ne tienne, tu mets ta vaisselle de côté, on va acheter du jetable. De nos jours, on achète toujours du jetable et le problème est résolu. Voilà, pour ce problème en tout cas. Vous avez du vin, vous voulez du vin non mévouchal. C'est beaucoup plus méoudar. Les barakosot, c'est une mitzvah extraordinaire. Donc, du vin non mévouchal. Sachez-le, hein, je vous en ai parlé déjà les années passées, que pour Pessah, au moins, il faut être mahmir. Du vin mévouchal, il n'est pas sous la misbéa. Il peut être délicieux, mais en qualité de hidour, je veux dire, c'est moins bon que du vin non mévouchal. On tâche d'avoir du vin non mévouchal. Ah, j'ai un problème, ah, il y a des invités, Riyad Go, ils vont le voir. Il y a des solutions. On va réfléchir, c'est Riyad Go, c'est pas une halakha. Et une autre réflexion, c'est qu'on peut entourer la bouteille avec du papier ou avec du papier aluminium. Bon, oui. Encore une fois, je ne suis pas là ce soir pour vous dire les solutions techniques pour éviter ces choses-là, mais il n'est pas question, c'est l'enseignement avec lequel le rabbi finit de cette certain, il n'est pas question de refuser une immense mitzvah de Bikucholim, Achnasatochim, tout ça parce qu'il peut avoir des conséquences négatives pour ma italut à moi, pour mes progrès à moi. Fais la chose. Ce que tu fais, c'est une chroma. Si maintenant le prix à payer, c'est de ne pas mettre tes filines, je ne parle pas de ça, hein, bien sûr. Si on va se priver de faire une mitzvah d'oraita, je ne parle pas de ça. Mais un ido mitzvah, quelque chose qui me chromera, on peut s'enseigner. Chroma, je pourrais passer toute la soirée à vous donner des cas, des enfants qui sont en dispute avec leurs parents, parce qu'ils voulaient manger dans leur vaisselle, parce qu'ils mangeaient de la viande pas glatte. Et oui, ils veulent manger que la viande glatte, sans entrer dans le niveau de la cache-route. Mais c'était une bonne cache-route. Il faut demander au RAL, il faut demander à votre machpia. Est-ce qu'on va faire des histoires avec sa famille parce qu'elle a de la vaisselle dans laquelle on a cuit de la viande cachère, mais pas glatte Beth Yosef, toutes les remotes qu'on peut imaginer, vous voyez. Je donne quelques exemples qui me passent par la tête, mais dans toute la vie, on est confronté à cette chose-là. Si le prix à payer pour un hidour mitzvah, c'est de ne pas faire quelque chose qui est habituellement admis, en particulier c'est une mitzvah, comme Achnasat Orchim, ben, le hidour il recule, et c'est Achnasat Orchim qui gagne. Voilà, je pense que c'est Kida de revenir sur cela. Pratiquement chaque année, je répète, je répète à table aux enfants et tout. Attention, quand on fait une mitzvah, et que quelquefois, on est marmire, il y a plein de choses qu'on essaie de faire, mais bon,
faut quand même être pragmatique. Et l'essentiel, c'est qu'une mitzvah, une véritable mitzvah d'Hachem soit accomplie. Même quelquefois, on est obligé d'être un mochel un petit peu sur des attitudes. Et encore, je répète, qu'on peut y arriver sans être mochel aussi. Il faut prendre conseil. Bon, Hachem, il y a des mashpim, il y a des shouchim, il y a des rabbanim qui connaissent les problèmes et qui ont déjà réfléchi à ces problèmes. Et dans l'immense majorité des cas, on leur dit. Voilà donc pour le mot de la paracha. Donc, je suis encore chaud, comme vous voyez, sur ça. Et, cet enseignement donc qu'on intègre et Bisrout, donc le Moran Taï, qui était mamash, on rapporte tout son corps, tout son sang, c'était de la chassidoute. Donc, et la chassidoute, c'est quoi? C'est la dvekout b'Hachem. Et l'essentiel, c'est d'être attaché à Dieu. Il faut faire attention qu'être attaché à Dieu, c'est être attaché à Dieu, c'est pas forcément faire des hidou et mitzvah. C'est de faire la Torah, les mitzvot comme il faut, et toujours sous-peser le Sar Mitzvah, Keneged FCDA, donc un mot on dit qu'on a des rabbins, que les rabbins, mais les gens qui comptent, savent faire des riches, toujours compter. Compter, voilà, je fais telle mitzvah, est-ce que je gagne dans ça par rapport à tel, 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 parce qu'on a tellement de choses à faire. Les rabbins nous ont tellement de choses, il faut étudier, il faut faire mitzvah, il faut bien prier, Beit Bonenu, enfin, il y a tellement de choses. Donc, avant de se priver de quelque chose, il faut bien, bien réfléchir. Voilà donc. Je saute donc on revient donc à Noalachot. Et encore une fois, Bashkacha, pour les élèves, les auditeurs, on va dire, qui sont en route à l'arrêt, cette semaine, jeudi soir, il va y avoir un ridouche. Un ridouche. Et donc, j'en profite pour le transmettre. J'ai un sidour à côté de moi, je prends un sidour. Et donc, on va passer cette semaine. Donc, pour les Israéliens, ceux qui sont en Israël, il n'y a pas de question. Vous avez commencé déjà depuis le Zayn Reshvan. Vous avez commencé à dire Veten Tamata Liraha. Vous avez déjà commencé. Nous, les gens qui habitons pour l'instant en Koutanaret, nous disons Veten Baraha. On ne demande pas la rosée et la pluie. À partir de jeudi soir, on va demander. Pour diverses raisons, je ne vais pas rentrer pourquoi la date du 5 décembre, tout le monde demande. Bon. Pour ceux qui connaissent, le 5 décembre, ça correspond aux équinoxes, c'est-à-dire le moment où le soleil est le plus éloigné de la Terre est le plus éloigné du soleil, on va dire. Dans les espèces d'ellipses, le trajet, donc c'est une ellipse, donc le plus éloigné, c'est les équinoxes. Eh bien, c'est une période où il y a un changement dans les saisons. C'est vraiment le changement de saison, et c'est là que il y a plus de pluie maintenant, et il y aura moins de pluie dans celle du printemps. Et donc, ça répond à la question pourquoi ça ne correspond pas à notre calendrier à nous, ça correspond au calendrier grégorien des non-juifs. Donc, c'est toujours le 4, 5, 6 décembre, selon les cas. La raison, c'est ça, c'est que ça dépend des saisons, et le calendrier extérieur, il est plus collé aux saisons que le nôtre, qui est plus variable, puisqu'il faut ajouter un mois tous les 2, 3 ans pour récupérer donc le cycle annuel. Alcool panim. Donc jeudi soir, on commence à dire le tenta Mata. Et il se trouve que souvent on oublie. Il n'y a pas une année où on me demande ah j'ai oublié, j'ai un doute si j'ai dit Tanumata, qu'est-ce que je fais? Alors je vais aller par du plus simple au plus compliqué. Je vais vous donner les réponses faciles, on va dire, un petit peu à l'envers. Si on a fait, Excusez-moi, Rav Zerbib, si par exemple, moi, je voyage demain, je vais en Israël. Pour l'instant, moi, j'ai dit bracha comme en France, et je vais arriver pour Mariv demain soir. Donc, je vais dire comme Israël. Ou alors, alors, comme. on peut dire vous êtes en Israël. Non, mais je suis en France. Je m'en vais en Israël demain. Ah, et vous restez en Israël, vous ne venez pas d'ici jeudi prochain. Ah, pas du tout. Oui, alors vous faites comme Eretz Israël. D'accord. Ok, Donc, merci beaucoup. voilà, donc c'est pas comme nous qui sommes en route à l'arrêt, et où nous commençons que jeudi soir. Voilà, Très bien.
Dans cette halakha, c'est pour imaginer que vous reveniez, vous partez demain, vous revenez après-demain, alors c'est compliqué. Bon, c'est pas d'actualité, donc j'en parle pas. Donc pour quelqu'un qui va changer, maintenant il est oublié. Vendredi, dimanche prochain, il oublie, il se trompe, il dit Veten Bracha. Alors, s'il a fini sa Amida et qu'il est sûr, certain qu'il n'a pas dit Veten Talumata, ou bien qu'il a un doute, même dans le doute, mais il recommence toute la Amida. Vous imaginez? Donc retenez ce point-là. On oublie un homme, une femme qui a oublié Veten Talumata et qui finit sa Amida, fin de l'Amida, même s'il n'a pas fait les derniers trois pas, il recommence. Plus, moins grave, si j'ose dire, s'il oublie, mais qu'il se rappelle avant de dire la bracha de Shomer Tefila. Avant Shomer Tefila. Donc, il va introduire ces mots dans la bracha de Shomer Tefila. Vous savez que dans Shomer Tefila, on peut demander tout ce que l'on veut à Hachem. Toutes nos requêtes, tous nos désirs, on demande. Donc, vous dites Shema Kolinu Hachem Lokenu, et quand vous arrivez à la fin, donc la fin c'est qui attache Shomer Tefila Kolpe, Hachem Shomer Tefila. Avant de dire, il y a un petit point dans le Sidour, avant de dire qui attache Shomer Tefila Kolpe, à l'intérieur de la bracha, vous ajoutez Veten Tal Umata Bracha. C'est une requête, vous demandez à Hachem. Vous ne l'avez pas demandé au bon endroit, vous demandez là où il est permis de demander ce que l'on veut, à savoir dans le chemin Tefila. Voilà, déjà, retenez ces deux points, ça aide dans très, très, très nombreux cas. Voilà, maintenant, je vais compliquer un peu, et je ne voudrais pas que vous soyez embrouillés dans ça, mais au moins retenez le premier. On a tout oublié Ça, d'Amida. ça marche ça marche que pour Veten Talmatra les bracha ou ça marche pour d'autres choses de rajouter dans la bracha de Shomer Tefila? Ça marche souvent. Je ne veux pas donner une généralité absolue, mais ça marche souvent. Pareil, je vous donne un exemple. Pendant les 10 jours, si on dit Akel Akadosh au lieu de Amelech Akadosh, il n'y a pas de rattrapage possible. On commence. Pour ça, je vous dis, c'est une règle qui marche souvent, mais qui n'est pas absolue. Donc voilà, c'est au cas par cas. Il faut redemander à chaque fois. En tout cas là, elle marche. Pour attraper dans Shomer Tefila. Maintenant, imaginons que vous vous soyez trompé et vous êtes bien avant Shomer Tefila. Vous avez dit Veten Baracha au lieu de dire Veten Talmata. Tant que vous n'avez pas commencé la bracha suivante de TK, le chauffard Gadol et Chaoutenu, vous n'avez pas encore commencé celle-là, vous pouvez le dire sur place pour rattraper. Vous dites Ten Talmata. Si vous êtes plus loin, on arrive donc à Shomer Tefila. Si à Shomer Tefila, vous ne l'avez pas dit, Shomer Tefila, donc vous avez dépassé, si vous avez dit TK, juste la bracha d'après, vous avez commencé TK, il faut aller jusqu'à Shomer Tefila. Si vous n'avez pas commencé TK, là je vous dis, je complique un peu. Vous n'avez pas commencé TK, donc vous êtes toujours dans la bracha Baruch Alenu. Sans commencer TK, vous pouvez ajouter en plein milieu, et par exemple, Baruch Hashem Mevarech Shanim, Veten Tal Matal Bracha, juste dans ce point-là. C'est très rare, mais voilà, ça peut arriver. Mais si vous avez commencé TK, là, il faut aller jusqu'à Shomer Tefila. Si même Shomer Tefila, vous n'avez pas rattrapé, vous êtes dans Retse, et bien à partir de Retse, dans n'importe quel endroit, vous pouvez dire Veten Matal Bracha. Donc il y a ou Shomer Tefila ou après Retse. Et si, comme j'ai dit à la fin, vous avez tout oublié, eh bien, tant pis. On recommence toute la mida. Voilà, j'espère que je suis clair. Retenez au moins les deux premières larmes. Oubliez entièrement, on recommence. Oubliez, on n'est pas à Shomer Tefila, on se rattrape à Shomer Tefila. Voilà, c'est une bonne halakha pour se rappeler. Et là, vous avez dit juste après le point qui est avant, qui est à Shomer Tefila ou Non, alors après Kol. juste avant, juste avant. Et ten tal ou matal ibracha, qui attache Shomer Tefila, on rattache Shomer Tefila. Ah d'accord, juste avant qui où il y a le point. Voilà, c'est dans le point qu'en général on rajoute. Ouais, c'est là que si vous avez des vacations personnelles, des requêtes personnelles, c'est là qu'on ajoute d'habitude. C'est clair? Oh, je n'entends plus là. Oui, c'est clair, c'est bon. Alors c'est bon. Voilà donc pour la petite halakha d'actualité, hein, elle tombe bien, hein, puisque c'est vraiment le jeudi prochain. Maintenant, nous allons reprendre une halakha qu'on a laissé un peu, on a à peine commencé la dernière fois.
On a remarqué qu'on a repris cette année donc l'ensemble des klalim de Shabbat, klalim simple, hein, il faut connaître Shvut des Shvut, Shvut de la mitzvah, Ben Hashmashot, des choses qu'il faut connaître et réviser vraiment. Je vous conseille à chacun de reprendre les cours que j'ai donnés en début de Rejvan, juste après les fêtes, où j'ai repris toutes ces halakhot, quand il y a un malade, on peut porter à l'extérieur avec un chinou en mettant le médicament dans le chapeau. Vraiment, ce sont des choses qu'il faut connaître, en espérant qu'on sera toujours en bonne santé, mais bon, ça peut arriver d'avoir besoin de médicaments. Je dis, c'est pas que ça peut, ça arrive, c'est très fréquent. Maintenant, le, je reprends donc, puis on a repris donc le CDR des mlachot, zoréa, semer, kotser, couper, etc., couper, moissonner. Une fois qu'on a moissonné, il y a des appareils de nos jours d'ailleurs qui s'appellent des moissonneuses-batteuses. Elles font deux mlachot en même temps. Elles moissonnent, elles coupent le blé, les céréales, et ensuite elles battent. Il y a des centrifugeuses, la machine elle tourne comme ça, hop, et le grain se détache de l'épi. C'est ça, battre le blé. En hébreu, dash, la douche, c'est battre le blé. J'ai vu ça dans des photos en Chine, ça existe encore. Les gens, tellement de personnes là-bas, ils ont des gros bâtons, ils tapent sur le mélange, le blé, quoi. Et puis, donc, par terre retombe, quoi? Ben, l'épi mélangé avec, la graine. On va demander après. Eh bien, après, on fait une autre melacha qui s'appelle zoré. Zoré, c'est vanner. On projetait le mélange en l'air et le vent repoussait l'épi un peu plus loin, de telle sorte, et le grain lui-même, qui était plus lourd, retombait sur place. Ça, c'est vanner, c'est une autre melacha, on en parlera après. La suivante. Vanner égale projeter au vent le mélange de l'épi avec le grain. Et ces épis que vous trouvez un peu plus loin, c'est le foin. On fait plein de choses avec le foin. On fait la nourriture d'animaux, on fait des toits de chaume, toutes sortes de choses. Hein, j'avais certains venus dans les campagnes, et quand on est dans le train, on voit des espèces de grosses bottes comme ça, ben c'est ça. Et puis le grain il tombe par terre, puis qu'est-ce qu'on fait avec le grain? Voilà, c'est ce qu'on fait avec les grains. On les moue, quand on a de la farine, on pétrit, après on cuit, voilà. C'est donc la suite logique de toutes les mlachot. En passant, il y a Borer, il faut enlever les pierres et les saletés. Donc voilà, je vous ai déjà donné tout le cheminement des mlachot qui vont suivre la mlacha de Dash. Alors tout ça, c'est bien théorique, vous me dites, qu'est-ce que ça peut nous apporter? En quoi ça peut changer notre vie? Ben, vous allez voir. Vous allez voir qu'il y a plusieurs déjà dérivés. Avec le merchot, il y a les avot et les toldot. Il y a des dérivés. Les dérivés, ce sont des actes qui ressemblent au Hav, mais pas suffisamment pour s'appeler Hav. Ça s'appelle donc Tolda, dérivé. Mais c'est autant interdit que le Hav. Béchogeg, on apporte un corban. Bémézit, mita, avec Atra, avec un avertissement, mita. Pardon. Bémézid sans avertissement, c'est karet. Et bémézid, volontairement, c'est-à-dire avertissement, c'est chayav mita. C'est terrible. Si vous faites un péril du Rambam aujourd'hui, wow, vous voyez, c'est pas évident. Hein. Pas évident du tout. Alors, quels sont ces toldot? Je vous en ai quelques-uns. Par exemple, tout simple. Srisat zetim vanavim. Presser des raisins ou des olives. C'est interdit, Minatora. Pourquoi? Parce que ça ressemble beaucoup à battre le blé. Battre le blé, c'est détacher le grain d'épi. Écraser des raisins. Le jus de raisin, il est dans des petites alvéoles dans le grain. Quand vous écrasez, on casse l'espèce de petit pot qui entoure ces petites boules qu'ils ont à l'intérieur. Et donc, et ça l'extirpe. Donc, ça ressemble. Et donc, prendre 200 grammes de raisin et le presser pour avoir un verre pour faire qui-douche, on a transgressé Mlacha de Shabbat. Pareil pour les olives. Bon, en général, on ne presse pas des olives.
Bon, en tout cas, sachez que les olives et le raisin, il y a une interdiction minatora de les presser. C'est une tolda de Dash, tolda de Dash, Tritat Perot. Il y en a une deuxième, c'est Khalivat Abehemot, la traite des animaux. Le lait, il est réuni les canous dans le pis de la vache, et dans l'intérieur du pis, bon, le crâne, enfin, etc. Donc il y a des tuages comme ça. Donc le fait de tirer comme ça, de trait à la vache, ça extirpe le lait de ces petites poches, et donc ça c'est assimilé à battre le blé. Ça sauve une Torah. Et de manière plus concrète, en ce qui nous concerne, une isha, une femme qui a accouché, qui a du lait, et qui est obligée de sortir son lait pour diverses raisons, on en parlera. Le fait de tirer le lait avec un tire-lait, même mécanique, donc il n'y a pas d'électricité, tirer le lait, ça sauve une Torah. Donc, ça, donc ça génère donc un problème. Si un enfant ne peut pas téter sa maman, tirer le lait, c'est très 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 compliqué. S'il n'y a pas picour nefesh, un danger de vie, c'est interdit. On va en parler, comment trouver des solutions. Donc, nous avons dit presser les fruits. Nous avons dit donc traire les animaux. Ensuite, vous avez une, parmi les plus fréquentes, c'est presser des habits. On essore des habits. Si on essore des habits à l'image de Dash, ça veut dire qu'on le fait pour en extirper en quelque sorte la chose qui nous intéresse, le grain de l'épi, ou le jus de raisin du raisin, ou l'huile de l'olive. Donc, si on essore pour récupérer l'eau, comme on fait par exemple quand on fait le ménage, hein, maintenant il y a une espèce de petit balai avec un tissu au bout, et puis souvent on appuie comme ça, et on récupère l'eau. On retombe dans le seau, on la récupère pour laver d'autres endroits. Je dis ça parce que si on presse, mais que l'eau est jetée pour une autre raison, pour sécher un vêtement, ça sera une autre mlacha. Ce n'est pas interdit à cause de Dash. C'est interdit à cause du mélabène, laver, lessiver. C'est autre chose. Autre chose. Ce dont je parle, c'est presser un vêtement dans le but de profiter du liquide qui en sort. Ça sauve bien Torah. Et là, je vais vous dire, je sais que vous allez me voir, certaines mamans m'en veulent beaucoup quand je leur dis ça, que l'usage, l'utilisation des lingettes est interdite. Une lingette, c'est un tissu ou un coton, un produit quelconque imbibé d'un liquide, et on s'en sert pour nettoyer la table, nettoyer le bébé, hein, nettoyer ce que vous voulez. Dans beaucoup de toilettes, il y a des lingettes mouillées. C'est interdit. Parce qu'on est intéressé, quand on utilise la lingette, on dit, mais oui, on fait ça pour enlever les saletés, certes, mais on enlève les saletés parce que le liquide, à part la couche, on va dire, d'humidité qu'il y a sur la lingette, il y en a à l'intérieur. Le Icar, il est dans l'intérieur. Donc, désolé, mais je suis obligé de vous dire, et certains vous disent, certains rabbins permettent, vous allez entendre plein de choses. Il paraît évident que les lingettes sont interdites. Certains sont on a trouvé des lingettes, c'est marqué cachère, Shabbat, tout. Elles sont quasiment sèches. Peut-être, peut-être. Ce que je dis, c'est que j'ai l'expérience. Quand j'enseigne aux filles en première terminale de Betrivka, celles qui comptaient, je leur dis amenez-moi des lingettes. Jusqu'à aujourd'hui, j'en ai fait expérience cette semaine, il y avait des lingettes qui traînaient dans la salle, on les a déjà appuyées dessus, il y avait un flot, mais pratiquement un flot de liquide qui en sortait. Donc c'est interdit. Ça, c'est le quatrième. Donc nous avons dit, nous avons donc le fait de presser des fruits, presser des vêtements, presser des fruits, des vêtements. Ensuite, traire un animal. Maintenant, vous avez un autre, c'est faire sortir du sang. Le sang, il a un massoul, il a un circuit dans le corps. Faire sortir du sang, une prise de sang, c'est assimilé à dash. Certains disent aussi c'est peut-être chochet, parce qu'on enlève un peu la vie, mais bon. À cause de ça, donc, les prises de sang sont interdites. Je vais aller plus loin. Si on fait un bleu, un hématome à quelqu'un, on donne un coup à quelqu'un,
et il sort avec un gros bleu sur le bras, on a transgressé l'interdiction de Dash. Pourquoi? Parce qu'un bleu, par définition, c'est quoi? C'est du sang qui était dans le circuit du corps, et puis le fait d'avoir appuyé dessus, donc le sang a quitté son circuit normal, puis il finit par disparaître par les transpirations à partir. Mais il ne récupère jamais son maslow, son circuit normal. Donc on a extirpé une partie du sang du corps. C'est une tolda de. Ne pensez pas, hein, ils ont souvent là-dessus, je dis, bon, à part l'interdiction de pincer quelqu'un qui est bien sûr une interdiction, il y a l'interdiction de Dash. Voilà donc les dérivés donc, de cette parade de Dash. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'extrêmement concret. Et donc on va rentrer un petit peu dans les détails. Reprenons déjà les jus de fruits. On va dire que les jus de fruits sont interdits. Parce que le fait d'extirper le jus de l'écorce, on a dit écorce qui entoure, c'est Dash. Mais si on regarde, c'est qu'on obtient le fruit en quelque sorte du raisin. Le fruit qui m'intéresse, c'est le jus. Et j'ai le jus. Mais imaginons maintenant que je profite de ce jus, mais ce jus se trouve perdu dans un oreille, une nourriture solide. Je presse une orange, je presse un fruit sur du couscous, sur une paella, sur du riz, voilà. Sur une salade verte, je presse du citron. Le citron, il a un dîne à part, mais bon, pour l'instant, je vais l'assimiler à l'ensemble des fruits. Il n'y a pas d'interdiction, parce que je ne profite pas du jus en tant que jus, je profite du fait qu'il se mélange avec un autre aliment solide et il donne du goût. Ça, ce n'est pas la mlacha de Dash. Le pourquoi du comment, c'est pas simple à expliquer. Je ne vais pas rentrer dans ça. Je dis qu'il faut faire Beyoun, mais voilà, les Chachamim nous dévoilent donc cette chose-là, que lorsque le résultat de la srita, le résultat, c'est que j'obtiens finalement un solide, certes plus davantage mouillé, mais solide, c'est permis. Alors vous allez me dire que quand vous pressez sur l'orange, ben, le jus il se promène dans l'air, on voit bien le jus. Oui, certes, mais dans la mesure où maintenant, une fois qu'il est arrivé à destination, il est tombé sur le riz, et donc il est mélangé avec le riz, c'est permis. Donc, premièrement, c'est interdit de presser. Deuxièmement, c'est permis quand c'est dans un oreille. Troisièmement, un cas qui peut être parfois utile, c'est que, à part les deux fruits que je répète à plusieurs reprises, à part l'olive et le raisin, la srita des autres fruits n'est interdit que midera banane. Faites un jus d'orange, c'est un issur de rabanane. On va me dire, qu'est-ce que ça change pour nous? Interdit d'un banane, la Torah, c'est interdit, c'est interdit. Si vous vous rappelez donc, sur une des premiers shurim que j'ai donné sur les klalim, j'ai expliqué que parfois, quand le issour est seulement midera banane, par exemple, Bedi Avad, on peut profiter de la chose. Imaginons une personne qui n'est pas du tout au courant de ces halakhot, et il fait un jus d'orange Shabbat. C'est interdit midera banane seulement. Alors, nous avons dit, si vous vous rappelez, je vous avais parlé, l'exemple que je donne souvent, on marche de la maison à la choule avec un mouchoir dans la poche. Donc on a transgressé Shabbat. Mais dans l'immense majorité des cas, le fait de marcher dans la rue, c'est carmélite, c'est pas Minatora, c'est Midera. Donc le mouchoir, on peut l'utiliser. C'est l'exemple que je donne souvent. Pareil aussi, quelqu'un qui aurait fait un jus d'orange, il aurait transgressé qu'un Issour de Rabanan. Donc on pourrait Bidiabat profiter de jus d'orange. Par contre, si quelqu'un a fait un jus un grand chacham, mais voilà, on n'a pas de vin, un verre qui douche, j'ai du jus de raisin, donc tu me paraît bien frais, oui, ben, je viens de le presser. Ben non, on n'a pas le droit. Comme on a expliqué en début d'année, quand on a transgressé même Béchogé, même pas une advertance, hein, ils sont des rabanan, de Raïta, de la Torah, on ne peut pas profiter. Donc, ouais, ça. C'est bien de savoir que c'est des rabanan. Je vous rappelle aussi une deuxième halakha, qu'on peut faire un issour des rabanan avec chinouille pour un malade. Rappelez-vous l'exemple que je donnais, aller chercher un médicament, le mettre sous le chapeau, dans Carmélite,
Donc, c'est des rabananes avec un chinouille. On peut, j'en profite toujours en passant pour rappeler certaines règles fortes. Donc, on peut imaginer que si un médecin vous dit ce bébé, il a absolument besoin de 50 grammes de jus d'orange pressé du jour. Ah, on va trouver une nouvelle chorma, et que ce médecin, il est sérieux et tout. On pourrait trouver une solution, c'est de presser l'orange avec un chinouille, avec le coup. Bon, on va réfléchir, qu'est-ce qu'on appelle presser avec un chinouille. Et voilà, c'est bien de connaître déjà les principes. On va réfléchir ensuite comment écraser une pomme avec un chinouille. Ouais. Donc ça serait permis. C'est un banane avec chinouille pour un relais, pour un bébé qui est malade. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle je vous explique que certaines fois, les choses des bananes. Maintenant, la question que vous pourrez me demander, c'est pourquoi les oranges, c'est des rabananes, c'est Chachamim qui interdisent, et pas la Torah. Par contre, la Torah interdit le raisin et l'huile. Deux raisons ont été invoquées, je vais vous donner la plus simple. La plus simple, c'est que les raisins et les olives sont plantés pour profiter, bien sûr, des raisins et des olives, mais davantage pour profiter de leur jus que de profiter de l'olive ou de les raisins en tant que fruit. On peut vérifier sur Internet, vous allez voir que la quantité d'olives qui est consommée dans le monde, elle est très très petite par rapport aux tonnes d'huile d'olive qu'on consomme. À plus forte raison le vin. Comme les raisins que l'on mange, que l'humanité mange, par rapport au jus de raisin et au vin que l'humanité boit, et, la proportion est beaucoup plus supérieure que la consommation en tant que vin et jus de raisin plutôt qu'en tant que raisin. Donc, en fait, le vrai fruit, ça veut dire que le vrai fruit, c'est pas le raisin, c'est le jus de raisin, c'est ce qui en sort. La cabana de l'homme qui le plante, c'est pour son jus. Donc, c'est pour ça que c'est soumis à Torah. Ça ressemble vraiment au cas du blé qu'on plante pour le grain de blé. C'est le vrai fruit. Là, le vrai fruit, c'est pas le raisin, c'est le jus de raisin. Le vrai fruit, c'est pas l'olive, c'est le jus d'olive, si j'ose dire, c'est l'huile. Voilà, donc c'est l'idée. Alors qu'une pomme, non, je prends une pomme pour manger la pomme. Bon, quelquefois, on fait du jus de pomme, mais quand on plante une pomme, c'est pour manger une pomme en général. Pas l'idée. Voilà, donc, ça, ce sont des éléments de la mlacha de srita, donc de presser. L'autre qui est aussi très très fréquente, c'est faire extrêmement attention à srita des tissus. Prenons un exemple très simple. Quelqu'un a une plaie, il peut mettre de désinfecter. Je rentre pas dans si on a le droit de désinfecter, mettre à prendre un médicament. Je rentre pas dans ça. On va désinfecter, allez, on va dire avec de l'eau salée, de l'eau. Allez, on va nettoyer un endroit. Parce que si c'est un médicament, il faudrait réfléchir dans quel cas on peut prendre un médicament. Donc on va nettoyer une plaie. Il y a deux manières de le faire, c'est de mettre de l'eau dessus, et ensuite prendre un tissu, un coton, et puis enlever l'eau, et nettoyer. Il y a une autre méthode qui consiste, et c'est souvent qu'on fait comme ça, quand prendre un coton et tremper dans le liquide, ou dans l'eau, dans un mercurochrome, ou dans l'éosine, tous ces produits-là, etc. Et ensuite de badigeonner le bébé qui a un bobo. La deuxième solution est interdite, parce que vous trempez un tissu dans un liquide, dans l'intention ensuite de badigeonner un enfant, dans l'intention que ce liquide qui a pénétré le tissu ou le coton, eh ben, il ressorte et il badigeonne la plaie. Ça, c'est dash. Sortir le liquide du tissu. On met une serpillière qu'on essore pour récupérer l'eau. Par contre, si vous prenez un coton sec, et une fois on a mis l'eau ou l'alcool sur la main, prendre le chiffon sec et l'étaler, c'est vrai que s'il y a beaucoup de liquide, on peut imaginer que ce liquide va rentrer dans le coton et va ressortir. Ça, c'est très lointain. Donc, une fois qu'on a mis son mercurochrome, son éosine sur la plaie, sur l'endroit douloureux, doucement, sans brutaliser, on l'étale doucement, comme ça on ne sera pas sorette. Voilà, donc c'est ça la différence. Donc, c'est une grande différence. Comment nettoyer un endroit? Donc, mettre de l'eau sur une table et passer une éponge sèche, sans application, c'est permis.
Mais une éponge mouillée, la passer sur la table, c'est interdit, c'est comme la lingette. On appuie sur l'éponge, il y a l'eau qui sort, le liquide qui sort pour nettoyer la table. Ça, c'est interdit. Donc, vous voyez, on est parti de battre le blé, maintenant on arrive à nettoyer les tables avec des éponges, etc. Voilà donc la deuxième grande, si on peut dire, la deuxième grande conséquence de cette mlacha. Je vais parler de la troisième, puis on va s'arrêter. Je vais laisser un petit peu pour la prochaine fois. Je vais laisser le temps de digérer toute ça la route. À part les tissus, à part les raisins, il y a aussi la mlacha de Khadiva, Cholev, c'est frères. Tirer du lait à une nisha, bien tirer du lait à un animal, ça sort Minatora. Sachez que dans les années 1900, les premiers yishuv en Eretz Israël, c'était un très très gros problème à l'Afrique. Il y avait des yishuvim odieux, très odieux, et ils avaient bien sûr des vaches. Et les vaches souffrent énormément lorsqu'elles sont pas traitées pendant 24 heures. Donc j'ai vu que dans le temps, les seules solutions que j'avais trouvées, c'est oui de faire la traite à cause de Tsar Balechaim, mais à cause de Tsar Balechaim, à cause de la douleur engendrée à un animal, on ne peut pas faire un issour Torah de la Torah. Or, traire un animal veut récupérer le lait, c'est un issour de la Torah. On ne peut pas se permettre de faire ça. Ah, non, la pitié d'animal, oui, certes, la Torah, la pitié d'animal, mais la Torah ne permet pas, par pitié, de faire un issour de la Torah. Par contre, un issour des Rabbanan, pas de la Torah, mais des Rabbanan, les Chachamim eux-mêmes, donc c'est eux qui ont inventé le issour, ils nous disent qu'on peut transgresser un issour des Rabbanan pour éviter une grosse douleur à un animal. C'est récent, ça. Alors, qu'est-ce qu'ils ont préconisé? Ils ont dit ce qu'il faut faire, vous faites la traite, et le lait, il part à l'égout. Rabban Azman, c'est comme ça. De la traite, et tout le lait va dans les égouts, par terre. Même pas que dans des kélim, dans des ustensiles qu'on jette après. Parce qu'entre-temps, on a récupéré les interdits. Donc, ils faisaient la traite et ils tombent par terre, dans les égouts directement. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne que lorsqu'on fait une melacha, le mot technique, c'est she'enat tricha legoufa. J'en ai pas besoin pour son gouffre, pour son, on va dire, une explication, c'est pour le but fixé par la Torah. Le but fixé par la Torah, c'est récupérer le jus pour prendre le jus. Mais là, je fais la traite pour jeter le jus. Donc, c'est pas la kavana de la Torah, donc c'est pas sur la Torah. C'est comme interdit. Et on dit comme ça pendant très longtemps, ils jetaient le lait. Pas mon rabat. Et je passe de. Non, je ne vais pas passer de. Je vais rester toi. Je vous rassure que de nos jours, maintenant, ils ont trouvé des systèmes. D'abord avec les minuteries. Ils ont trouvé les minuteries. Donc, il y avait une personne, un fermier, qui mettait donc les machines sur le pied de la vache. Et puis, les machines marchaient à heure fixe et faisaient la traite. De nos jours, j'ai vu dans un documentaire, quand on fait passer des vaches dans une espèce de petit allée comme ça, tout est automatisé. Il y a une machine comme ça, une espèce de robot qui s'accroche au pied de la vache, qui fait la traite de la vache. Ensuite, quand elle est traite, eh bien, il se décoche et la vache continue son chemin. Donc, quand elle a fini sa petite promenade sur la petite ruelle, petit truc comme ça, eh ben voilà, elle a été traite. Puis les machines. Or, vous savez que la Torah n'interdit pas que les machines marchent pour nous pendant le Shabbat. Les machines peuvent marcher pour nous. On a un robot qui va travailler pour nous, c'est possible. Ça, c'est donc, je liquide donc le problème de nos jours, donc il est résolu. Le problème qu'on peut avoir chez les femmes, chez les filles, et le suivant, c'est que je sais, j'ai connu des cas très proches, que le bébé ne savait pas. Ou parce qu'il est malade, ou bien tout simplement il ne savent pas. Il y en a qui ne sont pas dégourdis, ils n'arrivent pas à téter leur maman. Alors, en semaine, c'est pas de problème. On tire le lait, on tire le lait avec un tire-lait, et puis on lui donne, c'est tout. Mais Shabbat, comment est-ce qu'on fait? Alors, on dit, bon, il peut se passer, on peut avoir suffisamment de réserve de lait qu'on a tiré le rôle et on lui donne Shabbat. Voilà. Le problème, c'est que la femme ne peut pas rester 24 heures sans être allaitée, sans qu'elle ait mallette. Parce que
Quand il y a trop de lait, ça fait des engorgements, ça fait des infections. Ça peut être grave. On a connu comme ça dans notre famille. Les engorgements, c'est grave. Donc, il faut absolument que le lait s'en aille. Donc, les poskim, ils ont prévu de quoi faire. C'est le même système qu'en 1900, comme j'ai parlé. C'est-à-dire de tirer le lait et de le jeter immédiatement. Avec des... Ça paraît un peu le Moyen-Âge, ce dont je vous parle, mais j'ai commis des cas comme ça. Donc, je ne peux pas faire autrement. Une qui m'avait dit, une fois, elle m'a dit, je peux pas parce qu'il y a la bouteille qui est attachée, donc le lait ne sort que si la bouteille est attachée au tuyau. Alors, j'ai vu des post qui disent, il faut mettre au fond de la bouteille, quoi, qui récupère le lait, un produit qui va invalider le lait. Par exemple, allez, de l'eau de Javel, allez. Donc le lait, il va rentrer dans la bouteille, mais il va tout de suite devenir impropre à la consommation. Donc, c'est pas un Issour Torah. Ouais. Pour vous dire que vraiment, les post sont cassés la tête pour résoudre ce problème. Comment tirer le lait de manière que ce ne soit pas un Issour Torah. Et c'est ce qu'on fait en général. Bon, maintenant, on arrive à le tirer, diverses méthodes pour le tirer, avec des machines, etc. etc. Mais il faut savoir que tirer le lait, c'est un Issour Torah. C'est un Issour Torah. Donc, comment résoudre le problème? Ou bien avec des minuteries. J'ai une fois été moré comme ça, une femme avait une minuterie, elle la mettait sur elle à heure fixe. Et 1 minute après, ben, la minuterie mettait la machine en marche. Et donc, vous pouvez prendre le lait. Enfin, on ne pouvait pas avoir son lait autrement que comme ça, vous voyez. Voilà, je conclue avec ce point-là. Donc, on a passé en revue rapidement donc, les conséquences de cette lacha de Dash avec une de la Khaliva. Et sachez que c'est malheureusement très souvent d'actualité. Maman doit savoir que tirer son lait comme ça, c'est pas du tout évident en Shabbat. Donc, elle consulte un rave si elle a le problème et on tâchera de trouver la solution que d'ailleurs je vous ai donné. Hein, ça y est pas de j'ai donné en gros les solutions, mais des fois il faut raffiner les solutions pour éviter beaucoup de choses. Voilà, messieurs, dames, je vous souhaite à tous une Shavua Tov, ça va jouer dans l'allégresse. On est le mois J'envoie. de, voilà, on est à Gérard, on est dans un mois de Simcha. On vient de passer le 9, on est maintenant dans le 10, hein, de nos rébellions. On court vers le Yudalet, on court vers le tête qui se lève. Donc il faut augmenter dans la Simcha. Et comme certains rébellions me disent que la Simcha, elle est davantage poélette. Quelqu'un qui prie Simcha, ça, sa tfila, elle a plus d'impact que celui qui prie Ben Merirut, vraiment Bekavana, Tsuma, etc. On est conscient que c'est faux, etc. etc. C'est des madrigotes alvaï, on est ses sentiments, mais non, on a des oraot comme ça que la tfila dans la simcha, dans le bitachon, en sachant que la est avec nous et qu'on veut s'améliorer malgré nos manques, nos manques, malgré tout, la simcha, elle est pour cette guédère. Voilà, on va finir sur ce mot. Merci. Merci, Voilà. Rav Salem. Allez, Shavuot Tov, bon voyage. merci beaucoup. Quoi tout.